Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Il est 13h29, nous allons bientôt commencer ce troisième webinaire autour du droit du travail dans le cadre de la crise du Covid-19. Nous attendons plus de 215 participants ce début d'après-midi, donc nous sommes très contents du succès remporté par ces webinaires. Nous vous laissons rentrer progressivement vous connecter et puis d'ici 2 petites minutes, nous commencerons. J'en profite pour saluer Pascal Garcia qui est avec nous cet après-midi. Bonjour Pascal. Bonjour Charlène, bonjour à tous. Je me permets de me présenter. Je m'appelle Pascal Garcia. Je suis avocat associé dans un cabinet qui s'appelle Capstan Rhône-Alpes, spécialisé en droit du travail. Donc je vous remercie pour votre invitation. Passer un petit moment avec vous et essayer de partager les règles et l'expérience sur la situation un peu particulière que nous vivons actuellement. En effet. Nous avons déjà plus de 100 personnes qui se sont connectées. C'est parfait. Encore une petite minute et puis nous allons commencer car le sujet est vaste et nous aurons bien du temps imparti pour répondre au maximum à vos questions et à vos attentes. Allez, encore une petite minute et puis on commence. Alors, j'en profite en même temps pour vous dire que vous pouvez intervenir et nous faire part d'éventuels problèmes ou difficultés techniques directement sur le chat. Les micros sont fermés, c'est normal, vous ne pouvez pas interagir et nous parler oralement, mais vous pouvez intervenir à travers le chat du webinaire. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous saluent déjà via le chat. Pascal, si vous en êtes d'accord, je propose de commencer, de lancer ce webinaire. Il est 13h31. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je recommence un petit peu les présentations. Je suis Charlène de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir si nombreux en ce début d'après-midi pour ce troisième webinaire dans la série Dirigeants, préparer la reprise. Nous avons le plaisir en ce début d'après-midi de recevoir Pascal Garcia, avocat associé au cabinet Capstan Avocat. Le sujet est large, compliqué. Nous avons 45 minutes à passer ensemble. Nous avons convenu avec Pascal de le laisser intervenir autour des 4-5 thèmes qu'il doit traiter. Et en fin de chaque thème, on vous laissera vous poser les questions en utilisant bien évidemment le chat de l'outil webinaire. Je ferai mon maximum pour relayer le maximum de questions. Et d'avance, merci pour votre compréhension. On va faire de notre mieux. Pascal, il est 13h32. Je vous laisse la parole. Bien, merci à tous et bienvenue. Merci pour votre invitation. On va passer quelques minutes ensemble sur des sujets extrêmement d'actualité. Vous le savez tous, on est rentré dans une période d'état d'urgence sanitaire qui veut dire également état d'urgence économique, qui veut dire état d'urgence sociale. Nous sommes dans une période que l'on n'avait jamais vue en matière de droit du travail, comme dans bien d'autres matières. Et donc, on opère aujourd'hui en état de guerre. C'est-à-dire que je considère que l'on fait du droit du travail de guerre aujourd'hui, depuis 3 semaines. On le fait avec un certain nombre d'outils. Alors, des outils qui étaient connus jusqu'à présent et d'autres qui l'étaient moins. Et avec un législateur qui a décidé, depuis 15 jours, d'adapter les outils sociaux que l'on connaissait en nous proposant d'adapter nos règles internes et de modifier nos pratiques en matière de droit du travail. Il y a, vous le savez, toute une série d'ordonnances qui sont parues, 6 encore ce matin. On entend encore un certain nombre de décrets pour ces ordonnances, mais on a aujourd'hui un cadrage législatif à peu près clair sur les outils à la disposition des entreprises pour gérer cette période un petit peu particulière et pour permettre, entre guillemets, de faire face socialement à cette période. Alors, quels sont ces outils? Alors, on va commencer bien évidemment par définition par l'outil qui est celui, entre guillemets, sur lequel tout le monde s'interroge, c'est l'outil de l'activité partielle, que l'on appelait précédemment le chômage partiel. Alors, ce n'est pas un outil inconnu, c'est un outil qui a toujours existé de tout temps et que l'on utilisait principalement dans les périodes de crise économique. La dernière fois qu'on l'a utilisé de manière assez importante, c'était en 2008-2009, quand on a connu, vous le savez, les dernières difficultés économiques. Alors pourquoi est-ce que les entreprises se sont, excusez-moi, jetées sur cet outil? Parce que d'abord, il a été présenté par le législateur comme étant le recours premier afin de permettre
de passer la période, et puis surtout parce que le législateur a annoncé qu'il allait indemniser les entreprises à hauteur de 100% de ce qu'allait coûter le recours au chômage partiel dans les entreprises au profit des salariés. Alors attention, je vous le dis tout de suite, c'est des entreprises qui ont vocation à être indemnisées à 100%, mais non pas les salariés qui ont vocation à être indemnisés à 100%, comme certains ont cru nécessaire de le dire ou ont pu le comprendre. Alors, il faut bien que vous compreniez ce qu'est le système de recours à l'activité partielle. Le régime de l'activité partielle, c'est un régime qui va permettre d'assurer une suspension, alors totale ou partielle, du contrat de travail des salariés. Et au titre de cette période de suspension totale ou partielle de l'activité des salariés, on va assurer une indemnisation spécifique à ces derniers qui pourra nous être remboursée, on va dire en intégralité, mais ce n'est pas tout à fait vrai, par l'État, avec un régime par ailleurs très spécifique social et fiscal au titre de cette indemnité. Alors d'abord, plusieurs remarques. Est-ce que j'ai le droit, moi, en situation de coronavirus, de recourir à l'activité partielle? Alors, oui et non. Je m'explique. Oui, les conséquences du coronavirus, parce que votre entreprise a été fermée par décision étatique ou parce que l'entreprise subit les conséquences du coronavirus. Donc oui, le coronavirus, au titre de la fermeture de l'entreprise ou au titre des conséquences du coronavirus, peut bénéficier de l'activité partielle. Mais il ne faut jamais formuler une demande de recours en activité partielle en disant que c'est la conséquence simple du coronavirus. Non, c'est la conséquence en termes d'activité du coronavirus. Donc, c'est extrêmement important parce que certains ont cru possible de motiver leur demande de recours à l'activité partielle au simple motif qu'ils subissaient le coronavirus et ces demandes-là ont été rejetées par l'administration. Par ailleurs, préalablement à la demande d'activité partielle, ou concomitamment, vous allez devoir demander obligatoirement l'avis de vos représentants du personnel s'ils existent, quelle que soit la taille de l'entreprise, plus ou moins 50 salariés, et ensuite procéder à une démarche bien spécifique auprès de la directe. Alors je sais que cette démarche fait enrager un certain nombre d'entre vous parce qu'elle est longue, elle est compliquée et les sites sont saturés. Pour autant, elle est absolument indispensable avec une particularité, mesure prise immédiatement, c'est que vous avez jusqu'à 30 jours pour faire la demande auprès de la directe, 30 jours après avoir commencé à positionner vos collaborateurs en activité partielle. Donc, le principe, il est relativement simple, du moins en théorie. Vous devez ouvrir un compte en ligne auprès d'un site gouvernemental pour obtenir des codes qui vont vous permettre ensuite de solliciter le bénéfice de l'activité partielle. Alors attention, quand vous allez solliciter le bénéfice de l'activité partielle, dans le motif de recours, il va vous falloir cocher circonstances exceptionnelles et mentionner coronavirus. Sauf que sur cette même page, vous allez devoir ensuite motiver votre demande au regard des conséquences du coronavirus pour votre activité, soit en amont en termes d'approvisionnement, soit en aval en termes de vente ou de production, soit éventuellement, exceptionnellement en termes d'organisation, au motif que vous ne pouvez pas éventuellement assurer la sécurité de vos collaborateurs. Et quand vous allez faire cette demande qui va être une demande obligatoirement motivée, vous allez bien évidemment préciser la demande ou la période d'activité partielle sollicitée. Alors là, il y a un grand débat. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'on pouvait solliciter jusqu'à 12 mois des demandes d'activité partielle. En d'autres termes, je pourrais demander le bénéfice de l'activité partielle, on va dire pendant 12 mois consécutifs. Et nous avons certaines directes qui nous disent vous ne le demandez jusqu'au 30 juin, d'autres qui nous disent vous devez le demander après le 30 juin. Et j'ai même eu la mauvaise surprise d'avoir un refus d'activité partielle au motif que je ne l'avais demandé que jusqu'au 30 juin. Donc c'est un petit peu particulier parce que vous pouvez le demander pendant 12 mois, mais fondamentalement, selon les directs, on ne sait pas quelle est la période ou la bonne période de référence. En pratique, moi, aujourd'hui, je sollicite l'activité partielle jusqu'au 30 juin, étant bien évidemment précisé que je pourrais renouveler cette demande. Il va falloir que vous précisiez l'effectif concerné, le volume d'heures prévisionnel de recours à l'activité partielle sur lequel vous êtes censé postérieurement demander le remboursement auprès de l'État. Précisez si vous avez obtenu ou si vous allez obtenir dans un délai de 2 mois l'avis du comité social et économique. Alors, comprenez bien une chose qui est extrêmement importante. Le principe, c'est de solliciter le bénéfice de l'activité partielle pour un nombre de salariés potentiellement concernés et pour un volume d'heures estimé. Si par la suite, par chance ou par bonheur, vous n'avez pas recours à l'ensemble des heures d'activité partielle sollicitées
ou pour l'ensemble du périmètre réclamé, peu importe. En d'autres termes, l'État ne vous fera pas grief de ne pas lui demander le paiement des heures que vous n'aurez pas utilisées. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'il ne faut pas hésiter opérationnellement à solliciter sur un périmètre cohérent un volume d'heures d'activité partielle, peu importe si par la suite vous ne l'utilisez pas parce que les circonstances ou une reprise anticipée d'activité ferait que vous n'aurez pas besoin de l'ensemble de ces heures. Et c'est extrêmement important. Une fois que vous aurez obtenu les codes, procédez à votre demande. Il faut savoir que la Directe a 2 jours pour vous accorder le bénéfice de l'activité partielle. Et il nous a été confirmé hier au travers d'une ordonnance que le silence gardé pendant 48 heures vaut accord tacite au titre de la demande de l'activité partielle, alors que normalement, le délai de l'administration pour répondre n'est pas de 48 heures, mais il est de 15 jours. Donc aujourd'hui, on a l'affirmation depuis hier qu'une fois que vous aurez réussi à faire votre demande parce que vous aurez réussi à accéder au site, si la Directe ne répond pas dans un délai de 48 heures, eh bien ça voudra autorisation tacite de réaliser l'activité partielle. Opérationnellement, il faut le savoir, même si le délai de 48 heures est passé et que vous pouvez vous prévaloir d'une autorisation implicite, ils réagissent par la suite et ils vous envoient une autorisation express par rapport au volume d'heures que sollicité. Enfin, une fois que vous aurez obtenu le bénéfice de l'activité partielle, eh bien, vous aurez la possibilité de solliciter le remboursement des sommes auprès de l'État avec une particularité, c'est que c'est vous qui allez avancer les sommes chaque mois en salaire auprès des salariés sur des bases que je vais vous expliciter dans quelques minutes et a posteriori, vous allez faire une demande nominative, salarié par salarié, pour obtenir le bénéfice du remboursement des sommes que vous aurez versées. C'est extrêmement important que vous compreniez bien qu'à terme, ça va vous permettre de retrouver un volume de trésorerie, mais dans l'immédiat, vous allez faire nécessairement l'avance des sommes que vous allez verser aux salariés au titre de l'activité partielle. Alors, conséquence de l'activité partielle, je décide de mettre des salariés en activité partielle. Ils ne peuvent pas refuser, y compris les représentants du personnel. 2, cette activité partielle, même si elle induit une suspension du contrat de travail, sera assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés, pas des RTT. 3, un salarié en activité partielle, aussi étonnant que ça puisse paraître, peut aller travailler ailleurs, sous réserve que ça ne soit pas, veuillez m'excuser, dans une entreprise concurrente. On pourrait même imaginer qu'un salarié qui soit en activité partielle puisse ensuite solliciter le bénéfice de ses droits à retraite. Ceci n'est pas antinomique. Mais il faut bien savoir qu'un salarié en activité partielle peut aller travailler ailleurs pendant cette période. Attention, hein, l'activité partielle, elle entraîne une suspension du contrat de travail, mais elle entraîne une suspension globalement de rien d'autre. Hein. Je m'explique. Si vous avez des contrats à durée déterminée en cours pour lesquels vous allez positionner des périodes d'activité partielle, le terme du contrat à durée déterminée n'est pas reporté. Si vous avez des périodes d'essai ou des périodes de préavis en cours, ces périodes de préavis ne sont pas reportées. Attention, pour les périodes d'essai, je vous ai dit une bêtise. Si vous avez une période d'essai pour un salarié qui est positionné en activité partielle, cette période d'essai est automatiquement prorogée pour la durée de la période partielle. Alors bien évidemment, la question qu'on nous pose, c'est les salariés vont percevoir quelle somme pendant cette période et moi, entreprise, je vais être remboursé à quel niveau? Sur l'indemnisation des salariés, les nouveaux textes n'ont pas apporté de modifications. Comme je vous l'ai dit en préambule, certains ont cru comprendre que les salariés allaient être indemnisés à 100%. C'est faux. Les salariés sont indemnisés sur la base de 70% de leur rémunération brute antérieure, avec un minimum pour les salariés payés au SMIC qui est de 8,03 €. La logique, elle est la suivante. Je vais déterminer mensuellement le nombre d'heures chômées par un collaborateur. Étant précisé que la période d'activité partielle pourrait être chômée intégralement ou partiellement. En d'autres termes, il pourrait y avoir des périodes où le salarié travaillera certaines heures ou certains jours et sera en activité partielle certaines heures ou certains jours. Je vais déterminer le nombre d'heures en conséquence chômées et je vais indemniser ces heures-là sur la base d'un taux horaire brut avec une particularité, c'est que ce taux horaire brut va correspondre au taux horaire brut sur lequel vous calculez le maintien de salaire en matière d'indemnité de congés payés. En d'autres termes, il va falloir que vous calculiez un taux horaire théorique en prenant en compte tous les éléments que vous verseriez au salarié s'il était en congé payé. Et sur ce taux horaire théorique, vous appliquerez 70%, qui est le taux de paiement de l'allocation d'activité partielle. Cette allocation d'activité partielle est exonérée de charges sociales, salariales
et patronale. Elle est uniquement soumise à CSG, CRDS, à la charge du salarié avec un abattement spécifique de 1,75%. Et vous devez assurer obligatoirement à tous vos collaborateurs à la fin du mois une rémunération mensuelle minimale qui va correspondre au SMIC net auquel il aurait pu prétendre s'il avait travaillé dans l'entreprise. Ce qui veut dire que tout salarié en activité partielle, qu'il ait travaillé en tout ou partie sur la période considérée, doit bénéficier au moins du SMIC net à la fin de chaque mois et de chaque période. Sur l'assiette, je vous l'ai dit, c'est la règle du maintien de salaire en matière de congés payés, ce qui peut poser un certain nombre de difficultés que je n'occulte pas, notamment pour les salariés qui sont payés avec des éléments variables de rémunération. Ensuite, l'allocation va être remboursée par l'État à l'employeur avec une particularité à ce niveau-là, c'est que l'État va rembourser sur la base également de 70% de la rémunération horaire brute, en d'autres termes, le même pourcentage que celui appliqué pour payer le salarié, dans la limite par contre d'une rémunération égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC et avec un minimum de 8,03 €. Donc, vous avez quand même, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'il y a un plafond, vous avez un plafond qui est égal à 70% d'un taux horaire qui correspondrait à 4,5 fois le taux du SMIC. Point complémentaire sur l'activité partielle pour en terminer sur ce sujet-là. Les points de vigilance sont liés au calcul du pourcentage à verser aux salariés, avec une particularité également. La particularité est celle des entreprises où l'on travaille habituellement au-delà de 35 heures. Dans ces entreprises, on paye ce que l'on appelle les heures supplémentaires structurelles. Donc le salarié n'est pas rémunéré sur 35 heures, mais il est rémunéré sur 36, 37 et au-delà. Le calcul du taux horaire va devoir prendre en compte les heures supplémentaires structurelles rémunérées aux salariés tous les mois. En d'autres termes, pour calculer votre taux horaire, vous allez prendre le salaire brut du salarié, y compris les heures supplémentaires, et le diviser par 70%. Ce qui veut dire que vous réintégrez dans le calcul du taux horaire servant d'assiette au calcul de l'allocation les heures supplémentaires versées structurellement et de manière récurrente aux salariés. Dernier point, mais je vous l'ai dit, ce sont des heures d'activité partielle payées aux salariés, exonérées de charges sociales salariales, patronales, uniquement soumises à CSG et CRDS, obligation de garantir un salaire qui correspond au SMIC net tous les mois. Ensuite, il y a des débats complémentaires, mais sur lesquels je n'ai pas le temps de revenir, qui est notamment de savoir si j'applique sur ces allocations d'activité partielle les cotisations en matière de mutuelle ou les cotisations en matière de prévoyance. De manière générale, on va considérer que les cotisations mutuelles et prévoyance s'appliquent également sur les allocations d'activité partielle versées. Voilà, c'est un sujet extrêmement compliqué qui engendre un certain nombre de conséquences en paye qui sont extrêmement importantes. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est extrêmement utilisé par les entreprises. Attention, ce n'est pas un outil pour autant qui est le seul outil à la disposition aujourd'hui des entreprises. Donc, je vais vous présenter dans quelques minutes les autres outils à la disposition des entreprises, mais voilà quelles sont aujourd'hui les quelques remarques que je souhaitais faire au titre de l'activité partielle. Alors, peut-être une dernière remarque. Il y a un présupposé que certains affirment, qui est de dire avant de faire de l'activité partielle, il faut d'abord que je solde les congés payés, les RTT ou tout le reste. C'est un présupposé qui ne repose sur rien juridiquement, même si la directe vous demande ce que vous avez fait. Il faut savoir que ce n'est pas une obligation de solder les congés payés préalablement à la mise en place de l'activité partielle. Charlène, des questions complémentaires sur ce sujet? Oui, énormément. Alors, je sélectionne un petit peu, je suis désolée. On a beaucoup de questions sur la non-obtention encore des codes d'activité, des codes pour saisir son activité partielle. Il faut renouveler sa demande, hein, je crois. Alors, il faut faire la demande une fois qu'elle a été enregistrée. Alors, le problème, c'est qu'on ne reçoit même pas d'accusé de réception que la demande a bien été enregistrée. Il n'est pas rare qu'aujourd'hui, on reçoive les codes sous 8 à 10 jours. Donc, ceux qui n'ont pas reçu les codes sous 8 à 10 jours, reformulez la demande, mais sachez que dans la limite de 8 à 10 jours, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas s'affoler parce que malheureusement, c'est un délai de réponse qui est aujourd'hui un délai de réponse à peu près classique auprès de l'ensemble des directs. Ok. On a une autre question d'Alexandra qui nous demande l'employeur peut-il compléter le delta de 30% pour ne pas pénaliser son salarié?
Alors oui, bien sûr, on peut le compléter. Pour ça, on peut le faire sur le fondement soit d'un accord de branche, soit d'un accord d'entreprise, soit d'une décision unilatérale. En d'autres termes, et sachez-le, il y a certaines conventions collectives, ce que j'appelle les accords de branche, qui prévoient des compléments. Je citerai la métallurgie pour les cadres, je citerai le textile, il y a également dans le bureau d'études techniques, enfin certaines conventions collectives, accords de branche, prévoient un complément obligatoire. Vous pouvez également le faire par accord d'entreprise, mais si tant est que l'on puisse faire un accord d'entreprise dans cette période un peu compliquée. Et vous pouvez également le faire par décision unilatérale de l'employeur, en d'autres termes, la volonté seule de l'employeur. Par contre, précaution à prendre. Si vous décidez de compléter par décision unilatérale, formalisez cette décision unilatérale par écrit et portez-la à la connaissance des représentants du personnel s'ils existent au sein de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une précaution de manière à rendre cette décision opposable ensuite à l'URSSAF en cas de contrôle. Et pourquoi? Parce que si vous décidez de compléter à hauteur de X% en plus des 70%, eh bien, le régime du complément, c'est le même régime que celui de l'allocation d'activité partielle. En d'autres termes, exonéré de charges et exonéré de cotisations, exclusion faite de la CSG-CRDS. Donc, il y a un enjeu, bien évidemment, à avoir un acte juridique qui acte du complément. Ok, je vais vous poser encore deux petites questions. Une de Michael qui nous demande pour un contrat de cadre sans taux horaire, comment faut-il faire? Alors, bon, il faut savoir que jusqu'à présent, pour un salarié qui était on va dire, cadre forfait jour ou cadre sans horaire de travail pour les cadres dirigeants, le régime de l'activité partielle lui était très peu ouverte, voire pas ouverte. Les nouvelles dispositions autorisent la mise en activité partielle, on va dire des cadres en forfait jour ou voire même des cadres dirigeants. La difficulté, mais qui ne l'est pas en fait, hein, c'est de déterminer ce que l'on va indemniser. En fait, on va faire, alors on attend un décret, il faut le savoir, mais globalement la solution on la connaît. On va considérer que pour chaque journée de travail, ça correspond à 7 heures de travail, chaque demi-journée à 3h30 de travail. En d'autres termes, on va prendre on va faire une fiction qui est qu'on va considérer les jours et les demi-journées de chômé d'un collaborateur en forfait en les valorisant en heures en fait pour demander l'allocation. Donc en fait on va prendre le salaire du collaborateur, on va le diviser en heures et chaque journée de travail va correspondre, chaque journée excusez-moi de chômage va correspondre à 7 heures ou une demi-journée à 3h30. Ok, une dernière question peut-être sur ce sujet avant de vous laisser poursuivre. Arnaud nous demande, qu'en est-il de l'intéressement et des dividendes? Est-ce que le recours au chômage partiel Alors, empêche? neutralisation du recours à l'activité partielle au titre de l'intéressement et de la participation. En d'autres termes, je ne pourrais pas considérer que le salarié a été absent pendant la période d'activité partielle pour lui donner moins d'intéressement ou de participation. Pour les dividendes, je ne me prononcerai pas. Pourquoi? Parce que les dividendes ne sont pas liés à l'exécution d'un contrat de travail, mais à une qualité d'actionnaire. D'accord? Donc, ça n'a pas de conséquence l'activité partielle au titre des dividendes parce que les dividendes ne sont pas versés au titre d'un contrat de travail. Ok. Encore une dernière, peut-être peut-on demander le chômage partiel si le salarié travaille à 50, 60 ou 70%? Oui, oui, oui. Le chômage partiel ne suppose pas l'arrêt intégral de l'activité des collaborateurs ni l'arrêt intégral de l'activité de l'entreprise. Je peux faire du chômage partiel au titre de certaines heures, certains jours de la semaine. Je peux faire du chômage partiel en le déclinant par secteur ou par service de l'entreprise. La seule chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut que, entre guillemets, la pratique du chômage soit cohérente avec l'objet de la demande. En d'autres termes, si je fais du chômage partiel pour certains secteurs ou services, c'est parce que ces secteurs ou services sont impactés en termes d'activité. Si je maintiens un volume d'activité, c'est parce que je peux le faire techniquement au regard de l'activité de ma société. Donc j'ai un certain nombre de clients qui ont mis en place du régime de chômage partiel où très schématiquement on fait travailler les collaborateurs une demi-journée une demi-journée. C'est-à-dire tous les jours ils travaillent une demi-journée et l'autre demi-journée est en activité partielle. C'est parfaitement faisable. Par contre, il faut que ce soit toujours cohérent par rapport à la motivation et à l'organisation de l'entreprise. Et enfin, il ne faut pas qu'il y ait de discrimination entre les salariés au titre du recours au chômage partiel. En d'autres termes, si je décide de faire du chômage partiel dans un même service en faisant tourner les salariés, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes salariés qui soient en activité partielle. Mais j'ai presque envie de dire que ceci est évident. Ok. Allez, une dernière et après, promis, on vous laisse continuer. En recevant l'habilitation, les entreprises ont été affectées avec des mauvais codes. J'ai deux fois cette demande, là, ce message. Notre société a été affectée à une autre entreprise. Comment faire? Alors là, il faut reformuler une nouvelle demande ou alors appeler directement la directe. C'est-à-dire Ok. qu'il arrive qu'on ait des erreurs purement formelles.
Aussi étonnant que ça puisse paraître, on arrive à joindre les directs aujourd'hui par téléphone. Alors étonnant parce qu'ils sont débordés et qu'ils sont ils sont comme nous tous susceptibles d'être confinés, mais appeler la directe pour demander une régularisation de la situation. Il n'est pas rare sur les demandes que nous ayons enfin, pas sur des demandes, excusez-moi, sur les réponses que nous ayons des erreurs formelles. Ok. Allez, Pascal, on vous laisse poursuivre. J'ai encore beaucoup de questions, mais c'est très compliqué de répondre. C'est un sujet extrêmement complexe sur lequel on pourrait passer des heures aujourd'hui, hein, et je comprends bien les questions multiples, mais si l'on veut tout traiter, je suis obligé de passer à la On suite, Charlène. essaiera, D'accord? alors juste peut-être en complément, on essaiera de vous répondre parce que j'ai l'historique de toutes les questions que vous nous posez, donc on essaiera de vous répondre, prendre le temps de vous répondre individuellement. Mm. Vous m'avez également posé la question, la présentation de Pascal Garcia ne vous sera pas envoyée. C'est pas une pratique des avocats de partager leur présentation. En revanche, sachez que ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay sur sur la chaîne YouTube de la CCI. Donc voilà, vous pourrez le revoir en tout cas. Je vous laisse poursuivre. Pour poursuivre, nous avons aussi un autre outil. Alors, ce n'est pas un autre outil celui-là, hein, pour être clair, c'est une autre situation juridique bien particulière qui sont les arrêts de travail que je qualifie de Covid. Vous m'excuserez pour le raccourci. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mise en place notamment de l'arrêt des écoles, pour schématiser, et du confinement? Il a été décidé de mettre en place un certain nombre de régimes de nouveaux arrêts de travail qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et qui se sont, on va dire, imposés aux entreprises et parfois également aux salariés. Sur ces arrêts de travail, on a d'abord un premier, qui est celui qui est intervenu immédiatement après la fermeture des établissements scolaires, qui est l'arrêt de travail pour garde d'enfants. L'idée étant que si un des parents devait garder les enfants, il pouvait solliciter directement auprès d'Amélie, c'est-à-dire de la CPM, un arrêt de travail pour une période initiale de 14 jours, voire 21 jours éventuellement renouvelables pendant toute la durée de fermeture de l'établissement. Et cet arrêt de travail s'imposait, entre guillemets, à l'employeur. Alors attention, hein, ce n'est pas un véritable arrêt de travail au sens médical du terme, que les choses soient bien claires. C'est un arrêt garde d'enfants spécifique applicable à un seul parent par famille, dans l'hypothèse uniquement où l'autre parent ne pourrait pas garder les enfants au domicile. Et quand je dis que l'autre parent ne pourrait pas garder les enfants au domicile, ça vaut également le cas où l'autre parent se retrouve en situation de télétravail. Ces arrêts de travail, ils peuvent être aujourd'hui renouvelés, c'est souvent une question que l'on nous pose, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, au terme de leur délai de 14 ou de 21 jours, ils peuvent faire l'objet d'un renouvellement. Ils sont indemnisés par la sécurité sociale sur la base de 50% du gain journalier brut comme un arrêt de travail classique. Et on va dire que depuis le 26 mars dernier, ils doivent également être indemnisés par l'entreprise sur la base de l'indemnisation légale prévue par le Code du travail en cas d'arrêt de travail. Alors là, il y a une confusion. Tout le monde n'adopte pas la position que je vais vous énoncer, mais peu importe. Il y a une confusion qui s'est créée. Certains ont cru possible d'affirmer que quand moi j'avais un arrêt de travail d'un salarié pour garder des enfants, il était indemnisé par la sécurité sociale et je devais également l'indemniser comme un arrêt de travail selon les règles prévues par ma convention collective. C'est faux. D'accord. Le principe, il est que ce n'est pas un arrêt de travail médicalement constaté, ce n'est donc qu'une indemnisation sur la base des dispositions du Code du travail. En d'autres termes, 90% du salaire pendant le premier mois et 66% pour les 2 mois suivants. Il faut savoir que cette indemnisation augmente de 10 jours par tranche d'ancienneté de 5 ans. Vous avez ensuite un deuxième arrêt possible qui est un arrêt de travail dit confinement pour les collaborateurs et salariés qui font l'objet d'une mesure d'isolement. Alors là, c'est un véritable arrêt de travail, même si le salarié n'est pas encore malade. Les conditions de durée, c'est 20 jours normalement maximum. Et les règles d'indemnisation sont les mêmes que celles que je viens de vous citer il y a quelques minutes pour les arrêts de travail, garde d'enfants, pour la bonne et simple raison que dans ce cadre-là, le salarié n'est toujours pas malade. On est uniquement dans une logique de préservation de sa santé, voire de la santé des autres collaborateurs de l'entreprise, dans une logique de confinement. Vous avez ensuite un autre arrêt de travail qui est l'arrêt pour les bénéficiaires d'une allocation longue durée et pour les femmes enceintes. Et dans cette hypothèse-là, ils peuvent également bénéficier d'un arrêt de travail prescrit par la CNAM pour une durée initiale de 21 jours, renouvelable celui-là. Sur les conditions d'indemnisation, vu que le salarié est en situation, entre guillemets, avec une véritable pathologie, on peut considérer que les conditions d'indemnisation sont celles
d'un arrêt de travail prévu par la convention collective. Et ensuite, vous pouvez être confronté également aux arrêts de travail classiques, mais ceux-là, vous les connaissez parfaitement, avec une logique d'indemnisation telle que vous les connaissez habituellement. Sur les 3 premiers arrêts de travail, en d'autres termes, ALD, confinement, garde d'enfants, il faut savoir que depuis le 26 mars, les conditions d'ancienneté ou les délais de carence pour être indemnisés tant par la sécurité sociale que par l'employeur au titre des dispositions légales ont été modifiés par ordonnance. Donc il n'y a plus de conditions d'ancienneté de 1 an et il n'y a plus de délai de carence. J'ai presque envie de dire que le délai de carence, il ne s'applique plus que pour les arrêts de travail classiques aujourd'hui existants dans l'entreprise. Alors si vous le permettez, avant de répondre à vos questions, je voudrais quand même poursuivre sur ce sujet des arrêts de travail, parce qu'aujourd'hui, on est extrêmement interrogé sur un problème particulier, qui est le conflit de ces arrêts de travail avec la situation d'activité partielle. En d'autres termes, quand j'ai décidé dans mon entreprise de mettre en place de l'activité partielle et que j'avais soit des salariés qui étaient déjà en arrêt de travail, soit qui ensuite me font valoir ces arrêts de travail, que se passe-t-il au titre de la portée de la validité de ces arrêts de travail? Alors là, il faut distinguer 2 situations. Soit les arrêts sont en cours au moment où je décide de la mise en place de l'activité partielle des collaborateurs. Si je suis sur un arrêt maladie standard, classique, d'accord, c'est-à-dire celui, le dernier des 4 que je vous ai cités il y a quelques minutes, on peut considérer que cet arrêt va se poursuivre et que l'indemnisation va se poursuivre normalement jusqu'au terme de l'arrêt. Par contre, si je suis sur un arrêt maladie garde d'enfants, là, il faut savoir que cet arrêt maladie, il perd son objet si le salarié bascule en activité partielle. En d'autres termes, et pour être français, pour le dire plus clairement en français, il n'y a plus d'arrêt de travail pour garder son enfant à partir du moment où vous n'avez plus besoin de retourner travailler vu que vous êtes en activité partielle. Donc en d'autres termes, l'arrêt de travail est cassé et le salarié doit être considéré comme étant en activité partielle, l'employeur devant déclarer auprès du site Amélie que le salarié est tombé dans le régime de l'activité partielle. Sur les arrêts de travail qui seraient prescrits après la mise en activité partielle, alors, l'arrêt maladie pour garder des enfants, lui, il est plus possible parce que par définition, le salarié est en activité partielle. Et quant à l'arrêt maladie standard, eh bien dans ce cas-là, il est toujours possible. Mais par contre, moi, employeur, je vais devoir considérer ce salarié comme étant, en termes d'indemnisation, en activité partielle. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a de la jurisprudence, alors elle est un petit peu vieille, mais il n'en demeure pas moins qu'elle existe, qui est venue dire qu'un salarié qui était en arrêt maladie ne devait pas percevoir plus que ce qu'il percevrait s'il travaillait. Et comme ce même salarié qui est en arrêt maladie, s'il travaillait sur une activité partielle, ne serait indemnisé normalement que sur la base de 70%, veuillez m'excuser, de son salaire brut. Ce qui veut dire en théorie que c'est quelqu'un qui bénéficierait d'un arrêt maladie pendant une période d'activité partielle, normalement ne devrait être indemnisé que sur la base de 70% de son salaire brut. Alors, il y a quand même une remarque par rapport à cela. Il faut quand même aller vérifier ce que disent vos conventions collectives sur l'indemnisation des salariés en arrêt maladie, parce que parfois, selon la formulation des conventions collectives, ce que je viens de vous dire pourrait ne pas être vrai dans l'hypothèse où la convention collective ne ferait pas référence au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, mais elle ferait uniquement référence à un salaire théorique recomposé sans référence à la période d'emploi. Donc soyez vigilants quand même par rapport à cette affirmation. Mais globalement, et ça c'est très important, normalement, quelqu'un qui est en arrêt maladie pendant une période d'activité partielle ne devrait pas gagner plus que la période d'activité partielle. Charlène, des questions sur ce sujet? Oui, beaucoup. Alors, quid du maintien de salaire? Je crois que sur le calcul du maintien de salaire pendant cette période de chômage partiel ou d'arrêt maladie plutôt, voilà. Comment ça se calcule finalement? Gaël me dit, j'ai un arrêt de travail pour garde d'enfants. Quel est le régime indemnitaire mis en œuvre? 50% d'indemnité journalière versée par la sécurité sociale, 40% Oui, par l'employeur pour atteindre les 90%. exactement. C'est ça le plafond? Exactement, c'est ça. Le plafond, c'est le code du travail, c'est la loi, c'est l'ancienne loi de mensualisation. C'est 90% pendant 30 jours et ensuite 66,66%, je crois, pendant les 30 jours qui suivent. Exactement. D'accord. C'est D'accord? 50% pour Et l'individu, attention, 40% pour l'employeur. oui, exactement. Et attention, ça ne vaut que si le collaborateur ne bascule pas en régime d'activité partielle, hein. On est bien d'accord, hein? Ok. Alors, on nous dit, Bruno nous demande donc pour un arrêt garde d'enfant, pas de maintien de salaire conventionnel. Non. Non. Ok. Non, alors je le dis avec une petite grimace, vous m'en excuserez, mais c'est pas un arrêt maladie, d'accord? Conventionnellement, le régime conventionnel d'indemnisation, c'est quand un salarié bénéficie d'un arrêt pour des raisons médicales.
D'accord? Je ne conteste bien évidemment pas la légitimité d'être en arrêt ou de bénéficier d'un arrêt pour garder ses enfants. Il n'y a pas de débat par rapport à cela. J'affirme juste que ce n'est pas un arrêt pour des raisons médicales. En conséquence de quoi, l'indemnisation conventionnelle n'a pas vocation à s'appliquer. C'est cela le raisonnement juridique, d'accord? Donc, je sais bien que beaucoup ont dit ou sont allés dire que je pouvais appliquer les dispositions conventionnelles en matière d'indemnisation de la maladie, mais je crois que c'est éminemment faux ou à tout le moins éminemment contestable. Ok. Ensuite, Sophia nous demande si un collaborateur rentre dans les conditions de garde d'enfant, peut-il prendre 2 jours d'arrêt par semaine et télétravailler le reste du temps? Non, alors la logique de la garde d'enfant, c'est que c'est continu. Hein, d'accord? Ok. Donc, il n'y a pas d'alternance entre je travaille ou je télétravaille, je garde mes enfants, c'est continu. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas mêler Non, ça avec de l'activité partielle. non, le régime prévoit que l'arrêt de travail est continu. Ok. Claire-Marie nous demande est-ce que l'entreprise peut imposer des congés alors que le salarié est en arrêt de travail? On y revient dans 2 minutes quand on va présenter les congés payés. Parfait. Et dernière question, quel est le meilleur choix du point de vue de l'employeur pour un salarié? Activité partielle ou arrêt maladie garde d'enfant? Le choix est cornélien. En activité partielle, pour ceux qui ont une rémunération inférieure à 4,5 SMIC, d'accord, la logique voudrait que l'État me rembourse 100% des 70% que je vais verser. Si je suis en arrêt garde d'enfant, le complément que je vais opérer auprès du salarié ne va pas m'être remboursé par l'État. Donc, si vous voulez, dans les deux affirmations que je vais vous porter, que je viens de vous apporter, vous pouvez, je pense, en déduire la réponse. Mais la vraie réponse, elle n'est pas celle-là. La vraie réponse, c'est est-ce que je suis en situation de devoir mettre mes collaborateurs en activité partielle? En d'autres termes, si effectivement j'ai toute légitimité pour mettre mes collaborateurs en activité partielle et que l'activité partielle m'est autorisée par la directe, je pense que la solution, c'est la mise en activité partielle, très clairement. Ok. Allez, on va vous laisser continuer parce qu'il y a On continue? j'ai beaucoup de questions. Il est déjà 14h06. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. Sur les congés payés, alors je suis désolé, je parle très vite, vous m'en excuserez, mais vu l'ampleur du sujet, je suis obligé d'avoir une élocution un peu rapide. Sur les congés payés. Alors sur les congés payés, deux problématiques. Problématique 1, est-ce que moi, entreprise, avant de recourir à l'activité partielle ou sans recourir à l'activité partielle, je peux imposer de droit des congés payés à mes salariés immédiatement parce que fondamentalement, c'est la bonne période pour le faire compte tenu des circonstances. Alors, vous savez que le solde des congés payés acquis par les salariés doivent être pris normalement avant le 31 mai prochain. Le texte du Code du travail, et ça c'est très important, vous dit que l'employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, peut modifier les congés payés positionnés par les salariés avant le 31 mai prochain. En d'autres termes, si j'ai un salarié qui m'avait positionné des congés au mois de mai, compte tenu des circonstances actuelles, je pourrais très bien, en respectant un délai de prévenance minimum de quelques jours ou quelques heures, modifier ces dates de congés déjà positionnées. Et attention, ce droit ne vaut que pour les congés acquis et qui doivent être pris et qui ont été positionnés avant le 31 mai. Pour les congés payés acquis qui n'ont pas été positionnés avant le 31 mai, la logique voudrait que je ne puisse pas les imposer sans respecter un délai de prévenance de 1 mois, qui est le délai de prévenance légalement prévu. Donc, de régime, les congés doivent être pris avant le 31 mai, ont déjà été positionnés par le salarié, circonstances exceptionnelles, je peux les modifier. Les congés doivent être pris au 31 mai, mais n'ont pas encore été positionnés par les salariés. La modification n'est pas possible, je peux uniquement les imposer, mais sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois. Alors ensuite, je ne devrais pas le dire, hein, mais nous sommes quand même en situation un petit peu exceptionnelle et je ne vous cache pas que dans certaines entreprises, il est arrivé de décider qu'on positionnait tous les congés, y compris ceux qui n'avaient pas été positionnés, sans respecter le délai de prévenance d'un mois, compte tenu de la situation exorbitante de droit commun dans lequel nous sommes. Mais ce que je vous dis là n'est pas légal, ça c'est très clair. D'accord? Ça,
c'est le droit commun. Il faut savoir que les ordonnances sont venues compléter ce droit commun en offrant la possibilité à l'employeur d'imposer des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés si vous décomptez un jour ouvré. Mais la difficulté, c'est que cette dérogation à ce que je vous ai dit préalablement suppose l'existence d'un accord d'entreprise signé au sein de l'entreprise, soit avec les organisations syndicales représentatives, soit pour les structures de moins de 50 personnes, avec le comité social et économique, soit encore dans les structures de moins de 20 ou de 11 personnes par voie référendaire, c'est-à-dire un référendum avec les salariés. La forme imposée et la contrainte formelle imposée par le texte pour pouvoir entre guillemets, imposer 6 jours de congés payés. Alors ça, on parle de tous les congés payés, c'est-à-dire y compris ceux qui devraient être pris à partir du 1er juin prochain. Cette forme obligatoire rend difficile l'utilisation de cet outil-là. Donc en fait, on en revient souvent à la règle classique, c'est globalement, est-ce que je peux anticiper la prise des congés qui doivent être pris au 31 mai, tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Si j'ai un accord collectif, vous l'avez compris, hein, je peux imposer jusqu'à 6 jours de congés, je peux fractionner les congés payés, je peux faire fi des problématiques des congés du conjoint, et je peux également faire fi de la problématique de la période des congés, c'est-à-dire que je peux même décider de faire prendre au mois d'avril les congés payés acquis qui ne devraient être pris que, par exemple, l'été prochain. Mais cela suppose l'existence d'un accord collectif, ce qui est extrêmement lourd, notamment pour les TPE ou les PME, dont l'outil existe. On a commencé à le mettre en œuvre, mais il faut savoir quand même qu'il est d'une utilisation relativement difficile. Quant à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, Charlène, qui est de dire est-ce que je peux quand même imposer des congés payés à quelqu'un qui serait en arrêt maladie? La logique veut que si l'arrêt de maladie est en cours, je ne peux pas lui imposer des congés payés. D'accord? Par contre, si les congés payés avaient été préalablement fixés, c'est-à-dire avant que l'arrêt maladie débute ou avant que l'arrêt garde d'enfant débute, là, les congés payés ils peuvent être pris très clairement. C'est-à-dire que là, les congés payés sont pris parce qu'ils avaient été fixés préalablement au début de l'arrêt maladie. Des questions sur ce sujet? Oui. Alors, est-il possible d'imposer les congés acquis en année N en respectant le délai de 1 mois? Oui. Okay. C'était une question de Florent. Très bien. Oui, c'est-à-dire, alors, est-il possible de... Alors, je reformule la question. Si on parle des congés qui sont en cours d'acquisition jusqu'au 31 mai 2020 et qui doivent être pris, eux, à partir du 1er mai 2020, d'accord, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, ces congés en cours d'acquisition qui doivent être pris à partir du 1er mai 2020, je peux les imposer en respectant un délai de prévoyance de 1 mois, mais à partir du 1er mai 2020. D'accord? Pour les congés, par contre, qui ont été acquis et qui doivent être pris au plus tard au 31 mai 2020, c'est-à-dire ceux qui ont été acquis en 2018-2019 et qui devaient être pris en 2019-2020, c'est-à-dire au plus tard le 31 mai 2020. Ceux-là, je peux dès à présent les imposer s'ils n'ont pas encore été positionnés en respectant des délais de prévenance de 1 mois. D'accord. Une question de Manon. Alors, bonjour, j'ai posé des jours avant de savoir que nous allions être confinés. J'ai été contrainte par ma hiérarchie de travailler sur ces jours préalablement posés. Les ressources humaines sont-ils en droit de me refuser d'annuler ces jours de congé, sachant que j'ai travaillé sur demande de ma hiérarchie? À partir du moment où le collaborateur a travaillé pendant les jours de congés payés, par définition, ces congés payés ne sont pas annulés, ils sont obligatoirement reportés. Ça n'existe pas, les jours de congés payés annulés. D'accord? C'est-à-dire juridiquement, l'ancien adage qui était de dire congé pas pris, congé perdu, ça fait bien longtemps qu'il n'existe plus en droit. D'accord? Donc, si la personne qui pose la question a été contrainte de faire du télétravail ou du travail tout court pendant la période de congés payés, bien les congés payés sont reportés. Ok. Pour des congés payés, une question de Camille. Pour des congés payés déjà posés, combien de jours peut-on déplacer? Alors, pour les congés payés qui ont déjà été posés et qui devaient être pris avant le 31 mai, l'employeur peut déplacer tous les jours, sans limitation. Alors, normalement, il ne devrait pas en rester beaucoup, hein, mais tous les jours peuvent être déplacés. D'accord? Donc, que vous ayez gardé 5, 6 jours, 7 jours, 10 jours avant le 31 mai pour vous faire un grand week-end légitimement ou pour faire les 2 semaines entre le 1er et 8 mai, tous ces jours-là peuvent être déplacés par votre employeur compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles. Ok. La limitation de 6 jours que j'ai évoquée tout à l'heure ne s'applique que dans l'hypothèse où vous faites un accord collectif d'entreprise pour notamment déplacer des jours de congés payés qui étaient acquis, qui devaient être pris sur la période ultérieure, c'est-à-dire celle qui débute le 1er mai 2020.
Très bien. On a une question intéressante là aussi qui a glissé. Peut-on mettre les employés en congé payé et combiner cela avec du chômage partiel? Une question de Virginie. Alors oui, on pourrait très bien effectivement imaginer qu'on combine les deux, c'est-à-dire de dire aux collaborateurs que dans une même semaine, il y a 2 jours de congés payés et que les autres 3 autres jours seront en activité partielle parce que ça permet entre guillemets de réduire le solde des congés payés et également de bénéficier, mais pour les autres jours, d'activité partielle. Il faut quand même comprendre très clairement que l'objectif souvent des entreprises sur la prise des congés payés ou le décalage des jours, c'est d'abord pour faire face au fait que l'on n'a plus de travail, que l'on ne souhaite pas immédiatement solliciter de l'activité partielle, mais ça répond aussi à une autre logique. L'autre logique, c'est que si nous imaginons, et j'espère vraiment de tout cœur, que nous allons reprendre dans les prochaines semaines, et qu'on aura besoin de toutes les forces vives de l'entreprise, il sera difficile à ce moment-là d'accepter que les collaborateurs ne soient plus là et bénéficient de congés payés. Donc, ça répond à cette double logique. Alors, bien évidemment, on peut également comprendre la position des collaborateurs qui est de dire bon, ça ne m'intéresse pas d'être en congé payé en période de confinement. C'est parfaitement légitime. Mais il n'en demeure pas moins que les deux logiques se valent, qu'on peut comprendre des entreprises qui souhaitent, entre guillemets, faire solder un maximum de congés payés pendant une période de non-activité et ensuite pouvoir, entre guillemets, avoir l'ensemble de leurs collaborateurs disponibles au moment où tout ceci ne sera plus qu'un vieux cauchemar. Ok. Une question d'Edwige qui nous demande si on n'a pas d'accord d'entreprise, comment fait-on pour imposer les congés payés et avec quel délai de carence? Alors, si j'ai pas d'accord d'entreprise, je ne peux imposer que les congés payés qui doivent être pris au plus tard le 31 mai. Si le salarié n'a pas posé ce congé payé, je peux les imposer avec un délai de prévenance de 1 mois. Okay. Je vous laisse poursuivre parce que j'ai des questions sur les RTT, mais je crois que vous allez en parler, si on peut imposer Alors, la prise des RTT. sur les RTT, c'est le point suivant. Les RTT, le régime est un peu différent. Pourquoi? Les RTT, il y en a plusieurs sortes, il faut bien comprendre. La notion, elle est un peu galvaudée. C'est quoi des RTT? En fait, ces RTT, on va dire qu'il y a 2 catégories de RTT. C'est les jours de repos acquis par les salariés qui travaillent de manière récurrente au-delà de 35 heures, dans la limite de 39 heures, dans le cadre d'un régime d'aménagement du temps de travail. Donc, certains travaillent 37 heures et ont 10 ou 11 jours de repos, d'autres travaillent 39 et ont 20 jours de repos par an. Et c'est également les jours de repos auxquels peuvent prétendre les cadres ou les non-cadres qui bénéficient d'un régime de forfait jour, c'est-à-dire dont le temps de travail n'est pas décompté en heures mais en jours. Et pour atteindre ce forfait jour, en général 218 jours par an, ils bénéficient d'une dizaine de jours de repos par an. Sur ces RTT, quelle que soit leur nature ou leur origine, l'ordonnance est venue prévoir que l'employeur pouvait les imposer. Même si jusqu'à présent, ces RTT étaient laissés à l'initiative du salarié, et il peut les imposer dans la limite de 10 jours de RTT, alors quelle que soit leur nature, et en respectant un délai de prévenance qui, lui, on ne peut plus limité, c'est-à-dire on n'est pas de 1 mois, on est de 1 jour franc. 1 jour franc, c'est 1 jour calendaire de minuit à minuit. C'est-à-dire que là, il faut être bien clair, j'ai la possibilité d'imposer ou de modifier les jours de RTT dans la limite de 10 jours pour chacun des salariés, et le délai de prévenance, il est extrêmement limité puisqu'il est limité à 1 jour franc. Donc, c'est vraiment le degré zéro du délai de prévenance. Par contre, là, attention, la limite, c'est 10 jours par salarié maximum. Ok, très bien, OK? vous laisse poursuivre. C'était très clair sur les RTT, merci. Parfait. Alors, très clairement, il n'est pas rare, pour terminer sur ce sujet-là, que les entreprises combinent plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que les entreprises combinent l'obligation pour les collaborateurs de prendre le solde de congés payés qui était acquis jusqu'au 31 mai, combine le fait d'imposer des RTT et combine en fait, enfin, veuillez m'excuser, la mise en activité partielle, hein. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de clients qui ont décidé progressivement d'abord de solder les congés payés qui pouvaient l'être, ensuite de faire reprendre le solde des RTT qui pouvaient l'être dans la limite de 10 jours, et ensuite de passer les collaborateurs en activité partielle. Et cela peut être différencié collaborateur par collaborateur en fonction du droit à congé restant, du droit à RTT pouvant être positionné, et enfin de l'accord de la directe en matière d'activité partielle. Donc ça procède d'une logique de l'entreprise qui est de dire je vais structurer entre guillemets et organiser les absences des collaborateurs en, alors excusez-moi l'expression, entre guillemets, jouant sur les repos que je peux imposer ou repositionner au profit de ces salariés. Reste un dernier sujet
sur lequel vous m'avez sollicité, qui est la problématique du droit de retrait en période de crise sanitaire. Alors, on en a beaucoup parlé de ce droit de retrait. Pourquoi? Il y a une forme de confusion quand même qui s'est créée, liée au fait que certains ont cru à un moment que le législateur ne souhaitait plus que les entreprises poursuivent leur activité à l'exclusion des entreprises nécessaires, entre guillemets, et indispensables à l'activité de la nation, notamment les commerces de distribution alimentaire et d'autres structures. Or, en fait, ça n'a jamais été le cas juridiquement. Juridiquement, l'État a décidé de fermer un certain nombre de lieux d'accueil du public, a décidé que d'autres structures d'accueil du public devaient rester ouvertes parce qu'elles étaient indispensables à la nation. Et ensuite, pour le surplus, c'est-à-dire pour les autres secteurs d'activité, l'État a invité instamment à mettre en place du télétravail pour tous les métiers où cela était possible. Et puis pour tous les autres secteurs d'activité, il n'est pas impossible de poursuivre une activité, si tant est que bien évidemment cela soit réalisable dans le contexte que l'on connaît au sens économique du terme. Donc, certaines entreprises ont bien évidemment décidé de poursuivre l'activité. Même certaines entreprises ont décidé de reprendre l'activité après avoir imaginé dans un premier temps d'initier l'activité partielle, puis après avoir décidé de reprendre l'activité parce qu'ils ont considéré que les conditions étaient réunies. Et certains salariés, soit que l'activité n'avait pas été arrêtée, soit que l'entreprise avait décidé de reprendre l'activité, ont souhaité ou ont cru possible de faire valoir ce que l'on appelle un droit de retrait. Alors, le droit de retrait, alors je n'ai pas fait beaucoup de juridique jusqu'à présent, mais je vous lis juste le texte. L'article du Code du travail dit le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. En d'autres termes, quand un collaborateur considère qu'il est en situation d'un danger grave et imminent, eh bien, il peut justifier du fait qu'il ne poursuit pas son activité, se retire de son poste, à charge pour l'entreprise de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer, entre guillemets, sa santé, sa sécurité, voire même sa survie, parce qu'on est sur la notion de danger grave et imminent. Donc, le droit de retrait, c'est quelque chose qui est extrêmement encadré. C'est l'existence d'un danger grave imminent, un motif raisonnable pour le salarié de penser que la situation de travail présente un tel danger, l'obligation d'en alerter l'employeur et le fait que ce droit de retrait et l'exercice de ce droit est nécessaire de manière à éviter ce danger grave et imminent. Bien évidemment, un salarié qui fait valoir légitimement un droit de retrait a droit au maintien de sa rémunération pendant la période pendant laquelle il ne travaille pas, c'est-à-dire pendant la période pendant laquelle l'employeur fait une enquête et met en œuvre les mesures afin de faire en sorte que la santé ne soit plus en péril, ou la santé du collaborateur ou des collaborateurs ne soit plus en péril. Bien évidemment, si le droit de retrait n'est pas légitime, ça veut dire qu'il est illégitime, le salarié qui se retirerait, alors éventuellement commettrait une faute disciplinaire, mais dans les temps actuels, j'imagine mal d'engager la responsabilité disciplinaire d'un salarié, mais en toute hypothèse, ne serait pas rémunéré. Alors, quand on confronte ces règles sur le droit de retrait à ce qu'est aujourd'hui la pandémie, il est bien évident, sous les réserves que je vais apporter dans quelques secondes, que normalement, il ne devrait pas, veuillez m'excuser, y avoir de droit de retrait légitime au regard du risque pandémique lui-même. Alors bien évidemment, je ne parle pas de la problématique de ceux qui soignent, des soignants, je parle des entreprises que l'on va qualifier classiques. Pourquoi? Parce que la contamination et l'épidémie que nous subissons tous, ce n'est pas un danger auquel l'employeur lui-même peut parer au travers de mesures générales ou spécifiques de prévention. La contamination ou le risque de contamination, il est partout aujourd'hui. Donc, le simple fait que le risque pandémique existe ne justifie pas un droit de retrait. Ce qui pourrait justifier un droit de retrait, et ça c'est extrêmement important, c'est l'hypothèse où l'entreprise qui déciderait de poursuivre l'activité ne mettrait pas en œuvre les mesures barrières imposées aujourd'hui par l'État, de manière à faire en sorte que le risque entre guillemets, de contact entre les salariés ne soit pas accru ou avéré. Donc, il n'y a pas de droit de retrait fondé sur l'existence de l'épidémie. Il pourrait y avoir uniquement des droits de retrait fondés sur le fait que l'entreprise
ne mettrait pas en place les recommandations nationales, notamment en termes de mesures ou de protection ou de mesures dites barrières. C'est le seul cas. Alors, chez les entreprises où on a décidé de poursuivre l'activité, bien évidemment, alors sauf à ne pas être conscient, sauf inconscience, toutes les entreprises ont essayé de mettre en œuvre, dans la limite de leur capacité, toutes les mesures barrières. Étant précisé que les mesures barrières, ce n'est pas bien évidemment de fournir des masques à tous les collaborateurs parce qu'on n'arrive pas à en trouver. Ce n'est pas nécessairement de fournir du gel hydroalcoolique à tout le monde parce qu'on n'arrive pas à en trouver en quantité suffisante, mais c'est au moins d'assurer des mesures de protection de base de manière à ce que les collaborateurs puissent travailler avec une distance, avec la possibilité de se laver les mains avec du savon de manière récurrente et toute une série de mesures qui peuvent être prises par secteur d'activité. J'attire votre attention sur le fait qu'actuellement sont en train de paraître des préconisations faites par le ministère ou les ministères secteur d'activité par secteur d'activité. Donc vous trouverez sur le site du ministère du Travail toute une série de préconisations secteur d'entreprise par secteur d'entreprise qui donnent entre guillemets les directives nécessaires pour poursuivre l'activité en matière de santé et de sécurité. Voilà ce que l'on peut dire en matière de droit de retrait. Alors, dernière remarque très opérationnelle, quand les entreprises ont poursuivi leur activité ou ont souhaité le reprendre, il faut quand même savoir que on a eu quelques actions ou réactions fondées sur un droit de retrait. Il me semble, mais ce n'est qu'une impression personnelle, hein, il me semble qu'aujourd'hui, la raison est revenue et que les choses se sont, entre guillemets, calmées et que tout le monde a retrouvé un petit peu de raison, avec bien évidemment des entreprises qui ont décidé d'appliquer strictement tout ce qu'elles pouvaient mettre en œuvre en matière de mesures barrières. Voilà ce que je voulais vous dire sur le droit de retrait. Très bien, merci Pascal. Alors, on n'a pas trop de questions sur le droit de retrait, mais j'ai beaucoup d'autres questions. On peut peut-être se donner encore 2-3 minutes si vous en êtes d'accord. Je vous en prie, bien sûr. On a encore plus de 160 participants avec nous et de nombreuses questions. Je suis désolée, je suis obligée de faire un tri, pas forcément exhaustif. Je reviens sur les congés payés. Comment impose-t-on les congés? Note de service, courrier, sous quelle forme? Alors là, ça va dépendre de la façon dont l'entreprise fonctionne. Si l'entreprise est encore en activité et que les salariés sont présents, une information par note de service est suffisante. Si vous avez des représentants du personnel en CSE, faites une information préalable du CSE. Donc opérationnellement, réunion extraordinaire du CSE, note de service pour imposer les congés payés. Si les salariés sont déjà partis, ne sont plus là, sont en télétravail, nécessairement information individuelle. Alors vous oubliez le courrier recommandé dans les temps qui courent, mais tout ce qui permettra de toucher les collaborateurs, y compris par voie de courriel, sera bien évidemment efficace. Mais là, j'aurais besoin de toucher le salarié individuellement et par courrier. Ok, une question qui est beaucoup revenue aussi sur le fractionnement dans le cadre d'une même famille sur les arrêts de travail. Est-ce que Oui. je peux fractionner les arrêts de travail entre un conjoint, une semaine l'un, une semaine l'autre, par exemple? Alors oui, en théorie, c'est possible. C'est-à-dire qu'effectivement, les salariés peuvent vous demander une semaine, moi, je vais garder mes enfants et ensuite, je reprends mon activité et c'est mon conjoint qui va les garder parce qu'il aura la possibilité de le faire. Mais effectivement, il peut y avoir ce type de fractionnement. Oui. Ok. Par contre, attention, chaque fois, ce sont de nouveaux arrêts demandés par les collaborateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un même arrêt qui va être arrêté. C'est-à-dire que le salarié va demander un arrêt pour une semaine, il va lui être entre guillemets accordé, même si le terme n'est pas le bon, et ensuite il va devoir redemander un nouvel arrêt une semaine après. D'accord. Une question de Mélanie qui nous demande pendant les vacances scolaires, est-ce que la garde d'enfants n'a plus lieu? Est-ce que l'employeur peut demander le retour des salariés? Non. Ça a déjà été tranché au niveau national pendant les vacances scolaires. Alors, vous faites fondamentalement, il n'y a plus de vacances scolaires. D'accord? Donc, plus sérieusement, le régime des arrêts de travail pour garde d'enfants s'appliquera également pendant la période dite de vacances scolaires qui va s'ouvrir dans quelques jours dans la région. Ok. Ok. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'était déjà très intéressant, très riche. Merci beaucoup, Pascal Garcia, pour toutes ces précieuses informations. Merci à tous les participants. On a beaucoup de remerciements dans le chat. Je vais vous demander encore 2 petites minutes d'attention. Quand vous allez terminer, quand on va sortir de ce webinaire, vous allez avoir un petit questionnaire d'évaluation. Merci de prendre 2 petites secondes, 2 petites minutes pour y répondre, c'est très important pour nous.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un nouveau webinaire demain à 13h30, toujours à la même heure, à 13h30. Cette fois-ci, un webinaire pour les commerçants plus particulièrement, pour rester présent auprès de ses clients grâce aux outils numériques, grâce notamment à Facebook et Instagram. Ce sera le sujet de demain. Et puis, prochain rendez-vous également, ça sera mardi prochain, le 7 avril, pour un webinaire autour de la cybersécurité. Voilà, encore merci Pascal Garcia, merci à tous pour votre... Merci à vous tous pour votre attention. Veuillez excuser le débit peut-être un peu rapide. En toute hypothèse, prenez soin de vous en cette période. À très bientôt. Merci. Et pour tous ceux qui nous demandent, donc en effet, le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI. Laissez-moi aller moins de 24 heures pour que cette vidéo, ce webinaire soit visionnable à nouveau. Merci à tous. Excellent après-midi. Au revoir. Merci Pascal. À bientôt. Au revoir.